Bienvenue dans la deuxième partie du vidéo sur le corset. Nous étions restés au 19e siècle. À cette époque, le plus grand désir de toutes les femmes était d'avoir la taille de guêpe, c'est-à-dire une circonférence qui ne dépassait pas 40 cm. Contrairement à la largeur de la jupe, on disait qu'une belle femme avait une taille qu'un homme pouvait entourer de ses deux mains. Les filles ont commencé à subir ces tortures à partir de l'âge de la puberté jusqu'à la vieillesse. L'utilisation du corset aussi serré qu'il était porté à l'époque pouvait également conduire à des tragédies, comme celui reporté par un journal parisien de 1850 qui déclarait qu'une jeune femme décédée lors d'une danse avait porté un corset si serré que ses côtes lui avaient transpercé le foie. 1848 marque une autre date importante dans l'histoire du corset, le développement du lassage appelé paresseuse, avec un système qui permettait de s'habiller et de se déshabiller de manière indépendante. À la fin du 19e siècle, le buste s'allonge au-delà de la taille, resserrant également une partie des hanches. Sa forme anatomique donnait à la silhouette de profil une ligne en S qui poussait la poitrine très haut et arquait les seins en arrière. Il a immédiatement transformé un simple décolleté en un spectacle éclatant et, en même temps, rationalisé la taille et les hanches, décrétant ainsi le canon esthétique par excellence à la silhouette en forme de sablier. On croyait que le buste était nécessaire pour soutenir la colonne vertébrale de la femme, par nature plus fragile que l'homme, mais en vérité, ce n'était ni une aide ni un support pour la figure féminine. En fait, il altérait la structure du corps, rétrécissant les dernières côtes et leur donnant une forme pas naturelle. Il forçait tous les organes internes et provoquait des troubles digestifs suffoquant la capacité pulmonaire, provoquant souvent des troubles et des évanouissements, faisant de ce fait ressortir l'aspect délicat, presque éthéré de la femme qui s'évanouissait constamment. De nombreux évanouissements attribués à des chocs ou à des perturbations dérivant de situations surprenantes n'étaient en réalité que la faute de corsets trop serrés. Les dommages causés par le corset ont également affecté les grossesses. Pendant cette période, il était très nocif car il écrasait le fœtus en le déformant et en déformant également l'utérus. Malheureusement, presque toutes les femmes ont quand même porté le corset tout au long de la gestation. La seule chose qu'elles pouvaient faire pour surmonter la pression excessive était de le laisser un peu moins serré. L'apparence était plus importante que la substance. Dans ces cas, pour montrer le corps rempli par la grossesse a été considéré comme scandaleux. On pouvait presque dire que contrairement à ce que l'on pensait alors, c'est-à-dire qu'une femme qui avait de nombreux avortements était une femme incapable de générer des enfants ou ayant des problèmes physiques, le corset était précisément la cause du nombre élevé d'avortements et d'enfants décédés pendant la grossesse. Les médecins n'avaient pas d'idée claire sur la fonction du buste. Il y avait ceux qui le déploraient ouvertement et ceux qui tentaient de breveter des bustes médicamenteux. Vers 1880, un certain Dr Scott a lancé un torse électrique incassable sur le marché, assurant qu'il guérirait de paralysie, les rhumatismes, les troubles de la colonne vertébrale, la dyspepsie, les problèmes de circulation sanguine, la faiblesse nerveuse et de nombreuses autres maladies. En 1887, le Dr Robert Dickinson a publié un article dans le New York Medical Journal qui dénonçait les souffrances et les malformations que les corsets infligeaient aux femmes à cause de la pression des contusions profondes et parfois des décès. Les femmes de haut rang devaient avoir un buste adapté à chaque article de sa garde-robe, avec de la dentelle, des rubans et des tissus précieux. Les matériaux avec lesquels ils étaient produits allaient du coton le plus classique à des tissus plus raffinés comme la soie, le damas ou le brocart. Ils pouvaient être très colorés et finis avec des ornements élaborés, décorés de broderies, de surpiqûres, de dentelles et de ce qui était le plus à la mode à l'époque. Ils étaient des vraies œuvres d'art à porter. Il fallait juste ignorer le fait qu'ils étaient une torture pour le corps et que l'on ne pouvait point s'en débarrasser à aucune occasion de la journée. Les corsets étaient conçus pour chaque instant de la journée et pour chaque occasion. Il y avait des corsets à porter uniquement le matin, légèrement échancrés, pour nager dans la mer non échancrés, pour monter à cheval élastique sur les côtés, pour foncer sur un vélocipède, en jersey, à la maison, au jardin, en visite, en calèche, en promenade et pour le voyage. On peut donc imaginer la quantité de bustes qu'une élégante armoire doit contenir.
Même le sport qui a commencé à être pratiqué par les hommes et les femmes à la fin du siècle n'a pas exempté les femmes de porter le corset, même avec des hanches élastiques et des corsets sans attelles. À cette époque, il aurait été impensable que quiconque, à l'exception de son mari ou les clients dans le cas d'une courtisane, puisse voir une femme uniquement vêtue d'un corset. Il n'était même pas permis aux frères ou aux pères. Il était tout simplement inacceptable qu'une fille se montre en sous-vêtements à quiconque n'était pas son conjoint, car le corset conférait une grande intimité physique. En raison des désagréments et de la douleur inévitable à les porter, les corsets et les bustiers en fer ont rapidement disparu pour faire place à des modèles en tissu équipés de renforts insérés directement dans le tissu du bustier ou dans le buste de la robe elle-même. Ces renforts, initialement en os de baleine, en osier ou en bois, devaient être suffisamment souples pour ne pas se casser, mais suffisamment solides pour resserrer et modeler le corps. Le buste masculin. En général, le buste était un accessoire exclusivement féminin. Cependant, au cours des années 1800, il était également porté par les hommes européens. Les premiers à commencer ont été les militaires, qui portaient un bustier sous l'uniforme qui les a aidés pendant les longues marches. Vers 1820, accompagnant la mode féminine de la ligne à sablier, l'homme se força également la taille sous sa chemise. Le buste masculin avait un charme naturellement associé à la jeunesse et ne rappelait certainement pas l'image des généraux ventrus qui menaient une guerre bien protégée à quelques centaines de kilomètres du front. Ce n'était certainement pas un instrument de torture féminin, mais un corset porté principalement par les dandys pour avoir une silhouette élégante et mince. Le corset a vécu jusqu'au début des années 1900 et a définitivement disparu avec la Seconde Guerre mondiale, et les partisans de cette révolution de la mode étaient principalement deux, Paul Poiret et Chanel, mais en fait ils n'ont fait que de suivre l'évolution naturelle du costume. Le premier vrai soutien-gorge a été inventé par une riche héritière américaine, Mary Phelps, dès 1914, mais c'est Poiret qui a décrété la mort du corset, supprimant complètement son utilisation dans ses collections. Avec l'avènement de la Première Guerre mondiale, les femmes ont commencé à travailler pour aider leurs maris, pères et frères qui se sont battus pour la patrie. Elles étaient principalement des travailleuses et avaient donc besoin de vêtements confortables et fonctionnels. Voilà donc l'utilisation du soutien-gorge et de la culotte. Bref, la nouvelle femme était libre et indépendante, et cette transformation de la mode en était la démonstration. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Christian Dior lance son New Look qui s'inspire d'une féminité sophistiquée et élégante, avec une jupe très large, des épaules rondes et une taille fine. Pour fabriquer ses vêtements, Dior a utilisé un rembourrage et des housses rigides, mais il a resserré la taille avec la guêpière. Ce n'était pas le retour du buste des arrière-grand-mères, mais l'accessoire n'était certainement pas confortable, surtout pour la femme désormais lancée sur le marché du travail. En fait, le nouveau look a été de courte durée, également en raison de la mort de son créateur. Dans les années 1950, la mode américaine décontractée qui a inspiré les vêtements de sport des jeunes étudiants a fait éruption en Europe. Des danses comme le rock'n'roll n'ont pas pu être adaptées à une vie forcée par le buste qui a en fait définitivement disparu. Il fut remplacé dans sa fonction par la gaine, des vêtements également destinés à modeler les courbes de la figure féminine et à la contention des formes, en particulier des formes plus généreuses, mais certainement moins inconfortables à porter et moins nocives pour la femme. Certains créateurs de mode inspirés par le nouveau look punk ont transformé les bustes en robes. Dolce & Gabbana ravit la chanteuse Madonna avec leur look débraillé, contenant une forte charge d'érotisme. En particulier, les deux tailleurs ont lancé le linge intime qui pouvait être porté à vue, avec des corsets brodés, des soutiens-gorge pointus, accompagnés de bottes noires à lacets. C'était une façon de briser les tabous et les clichés qui a connu un immense succès. Maintenant, le corset est principalement utilisé par ceux qui aiment le style gothique burlesque ou pour les pratiques sadomaso. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine curiosité. Salut!